Seconde tête de liste aux européennes, Raphaël Glucksmann, bonjour. Vous êtes candidat d'Envie d'Europe, né de l'Alliance de Place Publique et du Parti Socialiste. On est ensemble pour 15 minutes environ, en vertu des règles fixées par le CSA. Et tout d'abord, la question rituelle. Quelle Europe voulez-vous ? Bonjour, moi je veux une Europe qui ne soit pas qu'un marché, qui soit une Europe politique. Je veux une Europe qui fasse de la transformation écologique de nos sociétés sa raison d'être, sa priorité absolue, au-delà de l'austérité, au-delà du dogme du libre-échange. Moi, je veux une Europe qui puisse imposer des normes au commerce international. Je veux une Europe qui sauve les naufragés de la Méditerranée au lieu de les renvoyer aux gardes-côtes libyens, qui soit les noient, soit les réduisent à l'esclavage. Moi, je veux une Europe qui assume ses principes humanistes et qui assume aussi une défense commune, de sortir de l'état d'adolescence où on se réfugie derrière le parapluie américain pour enfin construire les moyens de notre autonomie. Moi, je veux une Europe qui résiste à Poutine, à Xi Jinping, à Trump. Moi, je veux une Europe plus forte, en fait. Frédéric Seyss. Alors, vous disiez que vous souhaitez que l'Europe ne soit pas simplement un marché. Vous voulez donc devenir eurodéputé. Vous savez que le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif en matière, par exemple, de politique de concurrence. Alors, une fois que vous serez élu, une fois que vos discours auront été faits, que ferez-vous ? Il faut un rapport de force et il faut changer ce processus de décision à l'échelle européenne. C'est-à-dire ? Le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir. Prenez l'exemple, c'est quoi un parlement en fait dans l'histoire des parlements ? Les parlements, ils ont toujours été convoqués pour discuter de l'impôt, par exemple. C'est ça le rôle d'un parlement originellement. C'est lever l'impôt. Et le Parlement européen, c'est pas dans ses prérogatives. Et par ailleurs, le Parlement européen n'a pas la liberté d'initiative, le droit d'initiative. C'est la Commission en fait qui prend ce droit-là. Le Parlement donc, amende et vote des textes, sûr. Alors, mais ne les le Parlement, crée pas. Il a un rôle politique en réalité. Et pour ça, il faut qu'il assume un rapport de force politique. Et donc, tout dépend de qui va composer ce Parlement. Est-ce qu'il y aura des combattants, des gens qui sont prêts à entrer dans ce rapport de force, ou juste des gens qui vont à Bruxelles toucher leur salaire parce qu'ils n'ont pas réussi à être élus sur les listes nationales ? Et deuxièmement, quelle force va dominer ce Parlement ? C'est ça qui est intéressant. C'est que ces élections au Parlement européen, ces élections qui vont nous sortir en fait de cette illusion qui a duré 2 ans, qui dure depuis 2 ans, qui continue, qui veut résumer la politique à un face-à-face en fait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre les libéraux et les nationalistes. Parce que quand on regarde le Parlement européen, on voit que ce clivage-là n'existe pas. Le clivage qui domine le Parlement européen, c'est encore le clivage gauche-droite. Et l'enjeu de ces élections, c'est de savoir qui des sociaux-démocrates ou des conservateurs libéraux du Parti populaire européen va être la force dominante du prochain Parlement. Donc j'écoutais, parce que je vous écoute toujours, j'écoutais Madame Loiseau qui disait « Moi, je sais rassembler ». Nous, on a une liste qui rassemble à En Marche. Mais en réalité, à l'échelle européenne, ils savent tout sauf rassembler. Ils sont seuls et ils vont devoir s'allier avec les ultralibéraux de l'ALDE dans un petit groupe qui ne pèse pas. Donc c'est faux. En France, peut-être, ils sont une force dominante. Mais à l'échelle européenne, les forces dominantes, je suis désolé, c'est la gauche et la droite. Et donc c'est un moyen, ces élections, de sortir de ce match qu'on veut nous imposer entre Le Pen et Macron. Mais Raphaël Glucksmann, on a l'impression qu'au sein de la gauche, c'est précisément la social-démocratie que vous incarnez, sauf erreur de ma part, la social-démocratie qui est en crise. Bien sûr, mais la social-démocratie, elle a été en crise partout en Europe, parce qu'il n'y avait plus d'horizon de sens, plus d'horizon de transformation sociale, qui était l'origine de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est de vouloir que la puissance publique soit en mesure de corriger les inégalités créées par le marché, de changer le cours des choses. Et donc, partout en Europe, il y a eu cette crise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Vous avez vu, comme moi, ce qui s'est passé hier en Espagne. Tout le monde nous expliquait, en réalité, que le Parti socialiste, il y a encore 2 ans, on nous disait ça, le Parti socialiste espagnol était mort, parce que la social-démocratie était morte, que désormais c'était Podemos ou Ciudadanos, qu'il n'y avait plus d'espace pour une social-démocratie. Et aujourd'hui, on se réveille ce matin et on voit que Pedro Sánchez gagne largement les élections. En Belgique, pareil, on nous a expliqué, c'est le PTB, c'est désormais la gauche populiste qui va l'emporter. Qui est l'homme politique le plus populaire de Belgique aujourd'hui ? Paul Magnette. Pourquoi Paul Magnette ? Parce que c'est un socialiste, un social-démocrate, qui a su trouver dans l'écologie politique l'horizon qui va refonder la social-démocratie. Donc nous, c'est ça notre projet. Et ce vent qui se lève en Europe, la France doit participer à ce vent-là, parce que c'est faux. Le choix entre libéraux et populistes, c'est un faux choix. Il reste un élan social-démocrate, les sociodémocrates n'ont pas disparu. Frédéric Seyss. Pour ce qui vous concerne, vous êtes toujours dans les sondages entre 6 et 7%. Alors qu'est-ce qui manque pour que vous bénéficiez de cet élan qui, à vous entendre, traverse l'Europe en faveur de la social-démocratie ?
Déjà, ce qui nous manque, c'est qu'il y ait une campagne. C'est-à-dire que là, on a repoussé la campagne. Bien sûr, je comprends, le grand débat, Notre-Dame, ensuite les conclusions du grand débat. Donc, ce qui est important, c'est qu'on parle d'Europe. Moi, j'ai pas envie de faire une campagne qui soit un référendum sur Emmanuel Macron. C'est pas ça l'élection. Il y a eu des débats tout de même à la télévision. Il y a eu un débat où on était tous alignés, on devait faire des punchlines d'1 minute, c'est très sympathique. Mais ce qu'il faut, c'est que la France comprenne, et les Français comprennent, et la classe politique accepte que cette élection, c'est pas juste une élection intermédiaire. Toutes les grandes décisions qui nous concernent, toutes les grandes décisions, ce qu'on mange dans notre assiette, l'air qu'on respire, la manière dont on laisse ou pas des produits qui ne respectent aucune norme rentrer sur notre territoire, la question du libre-échange, du protectionnisme, la manière dont on peut imposer une amende à Google, la manière dont on résiste à Poutine et à l'extrême droite, tout ça se décide à l'échelle européenne. Donc c'est des élections fondamentales. Il faut que ces élections soient précédées par une campagne où on parle d'Europe et d'Europe. Mais alors justement, Raphaël Glucksmann, ce débat, on a dit au terme de ce débat, et apparemment vous auriez dit que ça n'était pas tellement votre exercice préféré, que vous n'étiez pas à l'aise et à votre place là-dedans. Est-ce qu'un essayiste, un philosophe à sa place dans ce jeu politique qui est finalement très dur, avec un certain nombre de règles qu'on n'est pas obligé de vouloir maîtriser? J'ai dit que je n'étais pas à ma place dans ce débat à 12, où on débite des punchlines, et où surtout je note que plus on est proche idéologiquement, plus on partage les mêmes idées, plus on cherche à se tacler. Qu'en gros, le rôle qu'on nous assignait, c'était que moi, je devais balancer un tacle sur Yannick Jadot et que Benoît Hamon devait balancer un tacle sur nous deux et que c'était comme ça que ça devait se passer. Moi, je ne conçois pas la politique comme ça. Donc oui, je n'avais pas ma place dans ce débat, mais j'ai ma place totalement en politique. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, vous expliquez à longueur de livres et à longueur d'émissions de France Culture ou d'autres radios qu'il y a une crise profonde de la démocratie et que désormais tout le monde doit s'emparer de la chose politique. Eh bien, il faut que tout le monde s'en empare, surtout des gens qui n'ont pas fait carrière dedans, qui n'ont pas passé 30 ans dedans. Parce que moi, ce que je constate depuis quelques semaines, c'est à quel point, en fait, la politique vous blinde, vous coupe du monde, et vous empêche de lire, vous empêche d'avoir des discussions avec des gens de manière désintéressée, et à la fin créer des personnels politiques, des personnes politiques qui sont très proches de la sociopathie, c'est-à-dire qui ne sont plus capables d'avoir des relations humaines normales. Donnez-nous des exemples de sociopathie. Non. Et ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Tout le monde, je pense, entre en politique avec des idéaux. Tout le monde entre en politique en se disant « moi, je vais changer le monde ». Et au bout d'un moment, on se blinde, on se referme. Un sociopathe, par exemple. Et je vais vous prendre l'exemple d'Emmanuel Macron, qui en plus n'est pas un exemple qui correspond tout à fait, parce qu'il n'a pas fait 30 ans de carrière politique. Non, il n'a pas eu le temps. Voilà, donc il n'a pas eu le temps. Il a réussi à être président avant. Je le félicite, c'est très bien, bravo. Mais il y a... Faites attention, parce qu'on va retenir. Non, mais je sais, Twitter va dire que voilà, écoutez, il est macronien, alors que j'ai toujours eu la même critique depuis son arrivée sur la scène politique. J'ai juste appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour d'une élection. Au premier tour, j'avais soutenu Benoît Hamon. Mais juste, je vais vous prendre un exemple. Sa conférence de presse, il est extrêmement agile et intellectuellement, ça se voit. Il tient 2 heures et franchement, il connaît les dossiers et il prononce les mots qu'il faut. Il dit je me suis rendu compte de l'épaisseur des vies, j'ai appris beaucoup sur la France. Simplement, l'impression qu'on a, c'est d'un homme sans empathie, en fait. C'est que justement, cette épaisseur des vies, elle lui échappe. Et c'est logique. Là, c'est un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. Quand on explique à quelqu'un qui se plaint, mais arrêtez de vous plaindre, alors qu'on ne connaît rien, on ne cherche même pas à connaître la misère qui s'exprime face à vous, ça s'appelle un homme sans empathie. Bon, mais et ce que je veux dire, ce que la gauche a souvent fait... On va pas rester très longtemps là-dessus. Non, mais sur l'empathie, parce que c'est un terme intéressant, sur l'empathie, et on a souvent accusé les présidents de gauche, je ne vise personne, d'être empathique, mais au-delà de cette empathie, de ne rien faire. Mais l'empathie, c'est justement, parce que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Or, il y a un problème, effectivement, dans la gauche. Comment elle s'est coupée des classes populaires, la gauche ? Eh bien, c'est justement, en supprimant cette empathie. Alors, la raison d'être de la gauche, c'était justement de transformer la société dans un sens qui favorise les classes populaires. Elle est devenue un lieu de l'entre-soi. Vous avez entendu à gauche également les reproches qui peuvent vous être faits par certains de vos compétiteurs. Je pense notamment à Alexis Corbière qui a dit Raphaël Glucksmann, c'est un certain flou idéologique. Par exemple, moi, j'ai l'information, Alexis Corbière, que Raphaël Glucksmann était au meeting de Nicolas Sarkozy en 2007, le 29 avril précisément. Alors, ça a traduit une sorte de flou. Est-ce que c'est vrai que vous y étiez ou c'est une fausse information ? J'ai accompagné mon père qui s'appelle André Glucksmann et qui était à ce meeting. On a ensuite écrit un livre
où justement je disais mais qu'est-ce que tu faisais à ce meeting? On avait une discussion et qui était une défense de mai 68 contre l'attaque de Bercy de Nicolas Sarkozy, qui a fait un discours de campagne où il visait strictement et uniquement mai 68. Mai 68, on oubliait Reagan et Thatcher, mais mai 68 était responsable de tout. Et vous savez, moi je vois bien les polémiques sur ce qu'on faisait quand on avait 20 ans. J'ai écrit des livres pour expliquer ma transformation idéologique. J'invite tout le monde d'ailleurs à le faire. Ma transformation idéologique, c'était pas du tout le sarkozysme, c'était vous étiez quand même la gauche libérale. Voilà, la gauche libérale, alternative libérale, c'était. Mais j'ai jamais été candidat à l'alternative. Ça fait partie justement de cette classe politique et des boules puantes. Jamais été candidat aux élections pour aucun parti. J'ai jamais eu ma carte dans aucun parti. Alors, ni au PS, ni à l'UMP, ni à Alternative Libérale, ni à Alternative Libertaire, ni à aucun parti avant de fonder Place Publique. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont fondé ce mouvement, ils avaient justement jamais eu de carte nulle part parce qu'ils étaient dégoûtés par la manière dont procédaient et dont vivaient les partis politiques. Moi, ce que j'ai dit, c'est que sur le fond, j'étais un libéral de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que les libertés individuelles, eh bien, c'est l'horizon de la politique. J'ai écrit des livres pour expliquer à quel point la crise de 2008, la montée des populismes et des nationalismes, c'est le résultat de cet échec flagrant de ce logiciel. C'est en fait le résultat de l'abandon de la question sociale et de la question républicaine par la gauche. Et donc moi, je reconnais une évolution. Il faut que les gens pensent en fonction de la réalité. Mais simplement, pas ces boules puantes-là. Moi, je vois bien la violence avec laquelle M. Corbière a parlé. C'est justement ce dont je parlais. C'est-à-dire, il y a une forme de surbrutalisation sur des tout petits sujets, alors même qu'on a face à nous des crises existentielles pour nos sociétés. La cohérence idéologique n'est pas un sujet anecdotique. Bien sûr, mais quand on écrit 300 pages de livres idéologiques qui expliquent justement comment l'écologie et le social se rencontrent et peuvent redéfinir un avenir et un logiciel de gauche, j'invite tous les hommes politiques à écrire des livres aussi cohérents idéologiquement. Alors parlons quand même un peu d'idéologie. Justement, la gauche radicale accuse les sociodémocrates, autrement dit vous-même, pas nommément, mais malgré tout, c'est votre mouvement qui est visé d'être en quelque sorte les idiots utiles du capitalisme. Est-ce que vous ne pensez pas que ces accommodements que vous souhaitez faire ou que vous souhaiteriez faire sont impossibles à faire précisément, Raphaël Glucksmann? Qui a permis les avancées sociales en France et partout ailleurs en Europe? C'est les bolcheviks? C'est les révolutionnaires de salon? Non mais sérieusement, c'est la social-démocratie. C'est la social-démocratie. C'est la social-démocratie. Et moi, je vois bien cette danse du scalp autour du cadavre supposé de la social-démocratie. C'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable. Et surtout, c'est faux. L'avenir, ça va être un renouveau de la social-démocratie. Moi, je ne pense pas que l'avenir, ce soit la notion inventée par Mouffe et reprise. Chantal Mouffe, la philosophe proche de Jean-Luc Mélenchon et des mouvements d'Amérique latine, ce fameux populisme de gauche. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut défendre justement des transformations dans le cadre des institutions démocratiques en respectant la démocratie représentative. Et que c'est comme ça que la gauche a permis des avancées sociales. C'est pas en faisant des révolutions ou en exaltant la colère contre les institutions. Moi, je pense que la gauche social-démocrate n'est pas morte et que surtout, le mariage entre la social-démocratie et l'écologie, c'est ce qui va justement lui redonner vie, lui redonner sens, parce qu'il faut relégitimer la puissance publique. Ce qui s'est passé, c'est une défaite culturelle immense face aux néolibéraux. Aujourd'hui, on ne voit plus pourquoi l'État pourrait informer une société, pourquoi on pourrait transformer le cours des choses, pourquoi on pourrait revenir sur les inégalités créées par le marché. Et l'écologie politique, si on la prend au sérieux, c'est ce qui justement va rétablir le primat de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, le primat de la puissance publique sur les logiques du privé. Et c'est ce mariage-là qu'il faut réussir. Et cette élection, à mon avis, c'est l'élection idoine pour réussir ce mariage. Et alors, justement, si vous réussissez cette élection, que ferez-vous après, Raphaël Glucksmann? Est-ce que cette alliance entre Place Publique et le Parti Socialiste est une alliance de circonstances? Est-ce qu'elle est appelée à durer jusqu'à la présidentielle, par exemple? Mais elle est surtout appelée à s'élargir. C'est évident que ce qu'il faut faire... S'élargir. Mais bien sûr. Vis-à-vis de qui? Vous savez, il y a déjà... Moi, je vous parlais tout à l'heure d'une forme de violence, mais il y a aussi de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui négocient déjà pour les municipales et qui, par ailleurs... là, nous expliquent que l'alliance est impossible. Hypocrite. Dites-nous ce que vous toutes les forces de gauche vont s'unir aux municipales, probablement. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'ensuite, il faut une union, parce que
il faut une alternative au libéralisme et au nationalisme. On ne peut pas rester dans ce match-là. La seule alternative possible, c'est une alternative sociale et écologique et qui supposera un rassemblement bien plus grand qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le Parti socialiste et Place publique.